Merci beaucoup Louis pour l'invitation à vous parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui et puis à partager aussi cette journée avec Philippe Dauban qui est un des très grands de ce domaine, donc c'est un plaisir de pouvoir présenter nos travaux à côté de ce que tu fais. Alors nous c'est un domaine qu'on a rejoint relativement récemment et je vais vous montrer en fait comment on y est arrivé avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon. En fait, quand je suis arrivé professeur à l'université Paris-Cité, un de mes projets de recherche, donc moi j'étais très chimie fondamentale, réaction domino, catalyse au palladium, comme tu l'as dit Louis, et le laboratoire lui était beaucoup plus orienté synthèse de produits d'intérêt biologique. Et donc j'avais proposé un projet de recherche autour d'une des activités de l'équipe que j'intégrais, qui était la synthèse d'analogues de composés à activité antibiotique. Et on s'intéressait à la synthèse de ces composés-là, qui sont une structure assez originale, qui s'appelle des liposidomycines, qui sont des composés naturels, qui ont des activités antibiotiques. Alors c'est des composés assez originaux, parce que vous voyez, il y a ici une benzodiazépinone, une partie nucléosidique, et puis un aminoribose, le tout mélangé en un seul composé. Donc la rétrosynthèse qu'on avait envisagée, c'était de faire une glycosylation tardive pour amener la partie sucre ici, aminoribosyle, et partir de cet intermédiaire avancé qu'on formerait en une seule étape par une réaction, une disconnexion 1,2-dix. Et donc on partirait simplement de ce substrat-là en faisant une difonctionnalisation de l'alcène et en faisant la cyclisation avec l'atome d'azote. Alors ça, on a pu le faire avec de la chimie qui était connue, mais qui était connue sur des petits cycles. On a juste étendu ça à des cycles à 7 chaînons. Mais on peut utiliser pour ça des complexes, activer cette réaction avec des complexes de palladium 2, en présence d'une base, dans des conditions extrêmement douces, dans le dichlorométhane à température ambiante, et puis en utilisant un oxydant qui est cher à Philippe, on le verra tout à l'heure, je suppose, qui est le PIDA. Et dans ces cas-là, on peut partir de ces anilines tosylées pour obtenir les produits d'aminoacétoxylation avec des très bons rendements et de façon extrêmement efficace, sans problème. Alors, ce qui est très bien dans cette chimie du palladium, c'est qu'on peut facilement modifier les paramètres. C'est une chimie qui est extrêmement souple. Et au lieu d'utiliser une aniline tosylée, vous pouvez utiliser un phénol. Vous pouvez remplacer le PIDA par du N-chlorosuccinimide. Et à ce moment-là, vous obtenez les produits d'oxychloration. Et ça marche tout aussi bien. Alors, le mécanisme a été étudié par Sorensen, Shenenstahl, Mélanie Sandford, Munitz et Antilla. Donc, un mécanisme bien accepté maintenant, où en fait le complexe de palladium 2 va faire une activation électrophile de la double liaison, ce qui permet de déclencher une nucléopalladation, donc ici une aminopalladation, pour former ce complexe organométallique où le palladium est au degré 2 d'oxydation. Et puis en présence du PIDA, ce complexe organopalladique peut être oxydé en complexe organopalladique au degré 4, et après une élimination réductrice formelle, on obtient le produit et on régénère le complexe de palladium 2. Donc ça marche extrêmement bien, c'est très, très souple, très, très simple à mettre en œuvre, pas de souci. Le seul souci, et ça, ces auteurs n'en parlent pas du tout, c'est que en fait, cette réaction ne fonctionne que sur des alcènes terminaux. Donc ça a ruiné complètement notre projet de recherche. On a passé beaucoup de temps à essayer d'optimiser ça sur des alcènes di- ou trisubstitués, et ça ne fonctionne pas du tout. Donc du coup, on s'est dit, plutôt que d'activer la double liaison, on va changer notre fusil d'épaule et on va activer l'azote, et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à la chimie des nitrènes. Alors, Louis a résumé tout à l'heure l'essentiel de la chimie des nitrènes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire avec ça des réactions d'aziridination, de difonctionnalisation d'alcène ou des réactions d'insertion dans des liaisons CH. J'ai rappelé ici les personnes importantes dans le domaine. Donc Daniel Mansuy, qui était le fondateur de notre laboratoire, tu as montré tout à l'heure un papier de 84, c'est l'année où Daniel Mansuy a bougé de l'ENS à l'université Paris-Cité, rue des Saints-Pères. Et donc c'était aussi un petit clin d'œil de reprendre cette chimie qu'avait laissée Mansuy, et puis surtout, un personnage important dans cette chimie-là, c'est Jean-Pierre Mailly, qui a fait énormément pour cette chimie, au sein de cette équipe. Et puis après sont venus les Dauban, les Morandi, etc., qui ont beaucoup développé ce domaine. Au cours des années, Louis a montré là tout à l'heure une frise avec un petit peu tous les partenaires qu'on peut utiliser comme précurseurs de nitrène.
Et puis on peut utiliser aussi tous ces métaux-là. Alors moi, ça faisait, je sais pas, 10 ans à l'époque que je faisais de la chimie durable en voulant faire de l'économie d'atomes et d'étapes, mais en utilisant du palladium. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je mette quand même un peu le discours bien en place. Et la volonté, c'était de passer à de la chimie du fer. On avait fait une première incursion dans la chimie du cuivre, dans un autre domaine, déjà. Mais je pense qu'il était temps de changer un peu et puis d'essayer d'avoir un discours global sur l'aspect éco-compatibilité, de passer à cette chimie du fer. Alors, chimie du fer, le fer, c'est un métal vraiment extrêmement sympathique de ce côté-là. Il y a 10 puissance 7 d'écart sur l'abondance dans la croûte terrestre entre le fer et le palladium, par exemple. Métal qui est réputé non toxique. Et puis, un point dont on parle un petit peu moins, c'est l'aspect potentiel de réchauffement, c'est-à-dire que quand vous extrayez 1 kg de fer, il faut pour ça 1,5 kg de CO2. Et si vous prenez du palladium, il faut 3800 kg de CO2 pour sortir 1 kg de palladium. Et évidemment, l'or est cher à Louis et le rhodium cher à Philippe sont sur des quantités astronomiques. Alors évidemment, c'est pas le discours n'est pas de dire faut faire du fer, faut pas faire du rhodium, hein, c'est pas du tout ça. C'est évidemment il y a des métaux qui sont des vrais Ferrari qui arrivent à faire des choses extraordinaires et Philippe le montrera tout à l'heure. Mais je pense qu'il est aussi intéressant d'essayer de développer des choses qui sont pour l'instant plus simples. Plus simple parce que la chimie des fers est plus récente et qu'elle est extrêmement complexe. On part des degrés d'oxydation de -2 à +5 avec des réactions monoélectroniques ou biélectroniques et des espèces extrêmement difficiles à expliquer. Donc les mécanismes sont mal compris. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire du fer 2, fer 3, on ne sait pas trop où on en est en fait dans beaucoup de cas, donc ça reste compliqué. Néanmoins, du coup, je pense que c'est important de s'y intéresser pour essayer de développer ça. L'autre aspect, c'était de se dire qu'on allait utiliser comme précurseur des hydroxylamines, parce que les hydroxylamines contiennent en elles-mêmes l'oxydant, on n'a pas à le préformer, on achète l'hydroxylamine et on peut facilement la fonctionnaliser sur l'azote, sur l'oxygène, changer les propriétés électroniques comme ça, sans avoir d'oxydant externe. Donc c'était ça l'idée, et en fait, cette idée-là est tellement vraie, de se dire qu'on devrait avoir quelque chose de parfaitement éco-compatible, qu'en fait, et ce n'est que très récemment, ici en 2018, qu'on a découvert pour la première fois une chimie de nitrène en milieu biologique naturel, et non pas créée par l'homme, mais dans des réactions dans des streptomyces, donc dans des bactéries. On a observé, grâce à un cytochrome P450, donc un cytochrome de fer, une métalloporphyrine de fer, permet de transformer cette hydroxylamine ici en nitrène pour faire une réaction avec la double liaison, ici une réaction d'azyridination, et puis ensuite cette azyridine est ouverte. Et donc, voilà, depuis 2018, les monsieur Jourdain qui faisaient de la chimie biomimétique sans le savoir, maintenant c'est vrai, on fait vraiment de la chimie biomimétique, mais c'est a posteriori. Au départ, l'idée c'était de faire de la chimie biomimétique par analogie avec la chimie des complexes fer-oxo. Maintenant, c'est aussi vrai pour la chimie des nitrènes. Alors, comme l'a dit Louis aussi, la première personne à avoir développé les hydroxylamines, c'est Hélène Lebel, hein, qui l'a fait donc ici en 2005, avec des complexes de rhodium. Et vous voyez, elle utilise ce carbamate d'hydroxylamine ici pour faire des réactions d'insertion du nitrène dans la double liaison et générer ces azyridines bicycliques. Ça marche extrêmement bien. Hélène Lebel l'a aussi développé au cuivre. Et puis, en fait, il y a une personne qui a fait ça au fer, c'est Hao Xu, qui a développé une réaction tout à fait similaire. Vous voyez ici, c'est un carbamate, c'est un carbamate identique, mais simplement, au lieu d'obtenir le produit d'azyridination, ce qu'il obtient, c'est le produit d'aminobenzoïdation. Ici, c'est un benzoate. Et on obtient les dérivés souhaités. Et vous voyez que ça fonctionne avec des alcènes di- et trisubstitués sans problème. Donc cette réaction est apparemment intéressante. Donc nous, c'est ce papier-là qui nous a lancé dans cette chimie-là. Hao Xu avait développé ça et puis il a disparu des radars pendant une dizaine d'années. Et il vient de revenir en force. Au cours de cet exposé, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait dans les différents domaines et on va commencer par la difonctionnalisation d'alcène et vous allez voir, on est parti sur des choses extrêmement proches de Hao Xu. On a simplement au départ pris un dérivé de type urée ici avec un benzoate pour voir ce qui se passait et pour tester ça pour nos projets futurs.
Et puis, si vous mélangez ça avec un complexe de ferracétate, une phénanthroline dans l'acétonitrile à 100 degrés, vous obtenez le produit souhaité d'aminobenzoylation. Donc, pas de problème, ça marche bien. Évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que vous pouvez obtenir ça en 2 étapes et que ça, vous pouvez le déprotéger pour obtenir des composés hyperfonctionnalisés, des 1,2-diamino-3-alcool. Donc, on fait vraiment de la fonctionnalisation très condensée. Si on regarde le scope de cette réaction sur ce qu'on avait fait, la réaction fonctionne bien. Alors, on peut déjà utiliser des alcènes disubstitués, et ça en série styrène, ici, styryle. Ça marche bien, et vous voyez, quand on a des dérivés aromatiques pauvres en électrons, on a des excellentes diastérosélectivités en faveur du composé anti. Et puis en revanche, au fur et à mesure que vous enrichissez le noyau aromatique, cette diastérosélectivité s'inverse, et ça, c'était assez contradictoire avec ce qu'avait observé Haugzu. On peut faire ça aussi en série diénique, et puis ici, vous pouvez faire ça aussi sur des alcènes trisubstitués, et ça fonctionne toujours très bien. Alors, on a essayé de voir un petit peu ce qu'il en était au point de vue mécanistique, et ce qu'on a fait simplement, c'est qu'au lieu de chauffer à 100 degrés, on s'est arrêté à température ambiante. Et puis, au bout de 18 heures, ce qu'on observe, c'est la formation de l'aziridine bicyclique. Donc ici, je pars de l'alcène E, et j'obtiens l'aziridine trans, donc a priori obtenue de façon stéréospécifique. Cette aziridine, on la remet en réaction en reprenant les conditions réactionnelles ici, plus l'acide benzoïque qui s'est formé, au moins formellement, au cours de la réaction. Et ce qu'on observe, c'est une ouverture purement SN2 ici pour donner le dérivé trans avec une diastérosélectivité tout à fait comparable avec ce qu'on obtient là. Alors on fait la manip, cette fois-ci vraiment dans les conditions de la réaction, c'est-à-dire qu'on se met à température ambiante, on observe la formation quantitative de l'aziridine ici en CCM, et puis on chauffe à 100 degrés, et ce qu'on obtient, c'est rendement et diastérosélectivité tout à fait comparables. Donc a priori, cette aziridine est bien l'intermédiaire réactionnel ici. On fait la même chose maintenant en partant de l'alcène Z, et vous voyez ici le rendement un peu plus faible et la diastérosélectivité est bien beaucoup moins bonne. Donc on met à température ambiante, et puis, aux surprises, ce qu'on isole, c'est de nouveau l'aziridine trans. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait, d'autant plus que celle-ci, on sait qu'elle s'ouvre en SN2, et donc on devrait avoir une excellente diastérosélectivité, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'en fait, on a les deux mécanismes, nitrène singulé et nitrène triplé, qui ont lieu de façon concomitante. Donc le nitrène singulé va faire des réactions stéréospécifiques, insertion dans la double liaison, et puis ensuite ouverture en SN2, donc 2 réactions stéréospécifiques à suivre. A l'inverse, si vous avez le nitrène triplet, vous passez par un radical amidyle qui peut interagir avec la double liaison, former un carboradical qui va être oxydé par le fer3 en carbocation, pour finalement être piégé par le carboxylate, ou bien sûr, on peut redonner ici l'aziridine par rebond radicalaire à cette étape-là, ou ici par chimie ionique. Ce qu'on pense, c'est que quand vous voulez faire l'aziridine, lorsque l'aziridine 6 pourrait se former, évidemment elle est beaucoup trop encombrée, donc elle ne peut pas se former, et du coup on passe par ce système ici. Et de même, quand vous avez des carbocations ou des carboradicaux qui sont stabilisés par des groupements donneurs sur le noyau aromatique, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on favorise aussi le passage par ce côté-là. Alors, comme on avait isolé cette aziridine, on était bien tenté de l'ouvrir par d'autres nucléophiles que l'acide carboxylique qui se libère au cours de la réaction. Donc ça, on a fait ça de façon intermoléculaire, en 2 étapes, par plusieurs nucléophiles, mais évidemment, on est branché réaction domino, comme l'a dit Louis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement rajouté dans le milieu réactionnel un azoture de triméthylsilyle, et comme ça, vous obtenez directement le produit d'aminoazidation en une seule étape. Et ça, vous pouvez le faire ici en série imidazolidinone, en série oxazolidinone et en série lactam, et dans tous les cas, ça marche très bien. Alors après cette première incursion dans la chimie des nitrènes, on a voulu voir si on était capable de s'étalonner sur la réaction typique de la chimie des nitrènes, c'est-à-dire l'aziridination intermoléculaire. Et donc, pour faire ça, on a besoin de substrats ici de type hydroxylamine, et puis des styrènes qui sont vraiment la réaction, le substrat de type benchmark, pour se benchmarker, comme on dit.
Je vais vous montrer que la synthèse est vraiment très simple. On parle du sel d'hydroxylamine qui est commercial. On fait une tosylation dans les conditions vraiment classiques de l'atome d'azote. On obtient cet intermédiaire qui est acylé, là aussi, dans des conditions extrêmement classiques. Et on obtient comme ça en 2 étapes nos substrats. Ensuite, on fait un petit test des différents ligands. Donc, on prend du fer acétate, de l'acétonitrile, et on teste des ligands bidentate, tridentate, tétradentate, et tétradentate, pardon. Et on voit un très fort effet de ligand, puisque finalement, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est le ligand de type P-box, qui est représenté ici avec un gène diméthyle, qui permet d'obtenir un rendement de 80% pour cette réaction. On teste ensuite les différentes sources de fer et vous voyez de nouveau qu'on peut utiliser du fer 3 ici. Le rendement est plus faible, il est de 50% au lieu de 80%, mais ça fonctionne et c'est quelque chose qu'on observe, nous, de façon assez générale. Évidemment, on fait la manip sans fer, ça ne donne rien. Comme il y a eu quand même pas mal d'histoires sur des fers, des réactions au fer qui étaient catalysées par des traces de cuivre, on teste des sels de cuivre 1 et de cuivre 2 dans la réaction, et manifestement, c'est bien le fer qui catalyse cette réaction. On regarde un peu l'étendue de la réaction, donc ça marche bien, on peut le faire à l'échelle du gramme sans problème. Les problèmes arrivent à partir du moment où on a des substrats qui peuvent servir de ligand pour le fer. Donc, voilà, toujours dans la catalyse organométallique. La déception, même si c'est plus dur à faire réagir, c'est de voir que des alcènes aliphatique ne répondaient pas du tout dans ces conditions-là, ou très mal. Donc on a cherché à optimiser ça. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait modifier la source de fer. Bon, ça ne change pas grand-chose. Mais surtout, il fallait changer le solvant, et si on utilise de l'hexafluoroisopropanol, du HFIP, là, cette fois-ci, on retrouve une excellente réactivité. J'ajouterais pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, il faut aussi distiller les alcènes, parce que les alcènes traînent depuis Mansuy, je pense, au labo, et donc il est intéressant de les redistiller pour récupérer une bonne réactivité. Donc à ce moment-là, on retrouve une réactivité tout à fait correcte par rapport à ce qui se fait en général. On a rajouté du tempo dans la réaction, on ne forme plus d'aziridine, mais on n'isole rien du tout. Enfin, on n'isole pas de produit de piégeage du tempo. On a regardé ce qui se passait en passant d'un alcène deutéré ici en Z ou E. Et vous voyez qu'on a une certaine stéréosélectivité au cours de la réaction, mais qu'elle est quand même assez limitée. Donc, ce qui veut dire que, de nouveau, on passe par un mélange de réactions entre l'état singulier et l'état triplé, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle si on veut faire de l'énantiosélectivité, ce qu'on a malgré tout tenté, et je ne vous raconte pas les résultats ici, parce que ça n'a rarement dépassé les 20% de EE. Alors, on a vu que le HFIP permettait d'activer cette réaction, donc c'est intéressant de voir ce que ça donnait sur le styrène. Et sur le styrène, en fait, ce qu'on obtient, c'est directement le produit d'aminobenzoylation avec un très bon rendement. Donc ça, on peut le reproduire ici. Voilà un petit peu l'étendue de la réaction, rien de spécial. On peut le faire aussi sur des zénines. Et là, la réaction est chimio- et régiosélective. On ne touche que l'alcène. Et l'azote rentre toujours en position terminale. C'est la même chose si vous prenez des diènes. De nouveau, on touche que l'alcène terminale et l'azote rentre en position terminale, comme attendu. On peut faire ça à l'échelle du gramme, et quand vous avez des étudiants de qualité, de très grande qualité, du coup, à l'échelle du gramme, on peut commencer à isoler des sous-produits plus facilement. Et notamment, Georgina avait pu isoler cet intermédiaire ici, qui correspond en fait à l'ouverture de l'aziridine qu'elle avait observée par CCM au cours de cette réaction. Et donc, c'est l'ouverture de l'aziridine par le HFIP. Et puis, ce composé-là, lui, provient en fait de la cycloaddition entre le styrène et l'aziridine, ce qui avait été montré par Philippe Klotz à Strasbourg en présence de BF3 éthérate. Ça fonctionne manifestement en présence de fer aussi. Donc on se doute qu'on a l'aziridine comme intermédiaire, donc juste pour bien prouver les choses entre HFIP et acétonitrile, on fait la manip où on cherche à ouvrir l'aziridine par de l'acide benzoïque.
Dans l'acétonitrile, ça ne marche pas, dans le HFIP, ça marche très bien. Donc, bien sûr, le HFIP permet d'activer, le HFIP qui est à la fois acide de Bronsted et de Lewis, peut activer l'aziridine vis-à-vis de l'ouverture, mais ce n'est pas son seul rôle, parce que vous voyez que cette réaction ici, quand elle est faite dans le HFIP, on fait aziridination, ouverture en 2 heures, alors que ici, dans l'acétonitrile, il nous faut 18 heures pour faire uniquement l'aziridine. Donc là aussi, le HFIP, par son caractère acide de Lewis de Bronsted, va pouvoir activer notre hydroxylamine d'un point de vue électrophile vis-à-vis de sa réactivité avec le fer pour former le nitrène. Alors, comme on avait réussi à faire réagir des alcènes ici avec nos nitrènes, on était intéressé de voir ce qui pouvait se faire avec des éthers d'énol. Puisque si vous faites avec des éthers d'énol et qu'on forme des aziridines, ici on doit pouvoir avoir l'équivalent d'une hasard ou bottom, c'est-à-dire un réarrangement qui permet de former des produits alpha-aminocarbonylés. Donc on a voulu voir un petit peu si ça marchait ça, et c'était intéressant parce que vous voyez, Suk-Bok Chung avait rapporté lui un exemple ici où il part d'un acétal de cétène avec une hydroxylamine, et il obtient le produit alpha-aminoester avec de très bons rendements. Mais pour ça, il est obligé d'utiliser un complexe d'iridium particulièrement complexe, c'est le cas de le dire, du sodium barf, du trifluorotoluène, bref, des conditions pas tellement chimie verte, entre guillemets. Donc on a voulu voir ce que ça donnait nous, et Kyung-hoon ici a pu réaliser cette réaction-là avec un rendement de 91%, en utilisant du fer triflate, la Pibox, et puis ici cette hydroxylamine. Donc on a des très bons rendements. La mauvaise nouvelle là, ici, c'est que ça ne marche pas sur des dérivés d'ester. Les acétals de cétène ne sont pas réactifs, et évidemment ça nous bloque pour l'accès aux alpha-aminoacides et esters. On peut faire ça aussi sur des dérivés type énine et diénique, et en particulier sur ces systèmes diéniques cycliques qui permettent d'obtenir ces composés-là très facilement. Là aussi, on peut faire la réaction à l'échelle du gramme. Plus intéressant, évidemment, toujours dans l'esprit domino, on cherche à faire les choses en un seul pot. Là, le bas blesse parce qu'il faut générer l'éther d'énol silylé. Et évidemment, les conditions ne sont pas trop compatibles parce qu'il y a une manip dans le dichlorométhane et une dans l'acétonitrile, et que vous avez beau essayer d'optimiser l'un dans l'autre, ça ne marche pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on génère l'éther d'énol silylé dans le dichlorométhane, on n'évapore rien, on filtre rien, et on cannule ça sur le mélange ici, où il y a tout ce qu'il faut pour faire la réaction avec le nitrène. Et donc finalement, la manip se fait dans un mélange dichlorométhane, acétonitrile, et ça fonctionne bien. Vous voyez, vous avez un rendement de 80% pour les 2 étapes. Cette fois-ci, si on fait une manip en présence de tempo, on arrive à isoler ce composé-là, donc qui prouve que en fait, ce carboradical ici a été piégé par le tempo. Alors ça, c'était un peu surprenant, parce que ça ne correspondait pas du tout au mécanisme qui était présenté dans la littérature pour cette chimie-là. Donc on était un peu surpris. Si vous retirez le complexe de fer et qu'ici il ne se passe rien, en revanche, si on prend cette manip-là et qu'on enlève l'hydroxylamine, de nouveau il ne se passe rien. Donc ça veut dire que pour former ce carboradical, vous avez besoin de l'hydroxylamine et du fer. On a regardé un petit peu en RPE, parce qu'on a une équipe de RPE au labo, avec Fabienne et Sonia. On fait du spin trapping, comme on dit, donc on utilise des nitrones, et avec ces nitrones, on a pu piéger en fait ce radical amidyle ici, en obtenant ce composé-là. Vous avez ici donc le spectre RPE en bleu expérimental obtenu, et puis en rouge le calculé, et vous voyez que ça se superpose plutôt très bien. Donc on a ce radical et puis l'autre radical en alpha du carbonyle. Donc manifestement, ils doivent réagir l'un avec l'autre. On regarde un petit peu aussi en voltammétrie cyclique ce qui se passe avec Laurence Grimaud et Maxime Vital juste à côté d'ici. Vous avez ici en noir le spectre, le voltamogramme du fer plus la Pibox. Donc on voit ici l'oxydation du fer 2 en fer 3. Et puis ici, on rajoute ensuite dans le milieu réactionnel l'éther d'énol silylé. Et ce qu'on obtient en fait, c'est la superposition des 2 spectres, puisque l'oxydation de l'éther d'énol silylé est ici. Et si vous laissez évoluer ça, il ne se passe strictement rien.
donc, comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'expérience avec le tempo. Et puis, dès que vous rajoutez de l'hydroxylamine dedans, ben, petit à petit, ce pic ici d'oxydation de l'étherdénol silylé disparaît, ce qui veut dire qu'il est bien consommé dans la réaction. Donc, on propose du coup ce mécanisme-là. Le fer réagit avec l'hydroxylamine pour former donc notre nitrène de fer, qui va être capable de faire un transfert monoélectronique avec l'étherdénol silylé. On obtient ce composé réduit du fer et du nitrène. Ensuite, on a un transfert de protons, puisqu'ici on libère de l'acide benzoïque, on peut faire un transfert de protons pour générer donc ce pseudo-radical amydyle. Pendant ce temps-là, le benzoate ici libéré peut réagir avec ce composé-là pour libérer notre carboradical. Les deux réagissent ensemble et puis on a le produit. Alors, dernier aspect, les réactions de fonctionnalisation CH. Et on s'est intéressé à des réactions de fonctionnalisation CSP3H, en reprenant donc aussi une vieille réaction pour la chimie des radicaux amynyles, qui est la Hoffmann-Löffler-Freytag, qui se fait normalement avec des N-alloamines, N-chloroamines. Donc nous, l'idée ici, la générale, c'est de dire on part de ce substrat-là, on forme le nitrène de fer, et si il est à l'état triplé, il va pouvoir faire une abstraction d'hydrogène 1,5 pour former ce carboradical qui, par rebond radicalaire, doit pouvoir former ce lactame. Voilà l'idée de départ. De nouveau, une synthèse des précurseurs de type hydroxylamine pour vous montrer que c'est facile. On part de l'acide carboxylique, on fait un couplage au CDI avec l'hydroxylamine, on obtient ce dérivé, et puis une simple acylation nous fournit nos précurseurs. Toujours très simple, avec de bons rendements. Ensuite, on teste la réaction, et on teste cette réaction-là, fer acétate, phénanthroline, acétonitrile, et on le fait en 2 séries, en 3 séries. X peut être ici un atome d'oxygène, un méthylène ou un N-méthyle, et avec le N-méthyle, c'est bingo, ça marche super bien. On était comme des fous au laboratoire. Sauf la personne qui était à la paillasse, qui n'était pas autant excitée que nous. Et du coup, quelques semaines après, ça a été un peu la douche froide, puisque Eric Megers, avec Lucie Jarige en postdoc, Lucie Jarige est maintenant chargée de recherche au CNRS à Rennes. Et Lucie donc, et Eric Megers avaient rapporté cette réaction-là. Vous voyez, c'est exactement la même chose que nous. Là, on est sur des dérivés de type urée, N-méthyle, un sel de fer 2, la phénanthroline, une base dans l'acétonitrile. Pour la synthèse de ces composés-là, ils utilisent notre méthode, donc tout va bien, sauf pour nous. Donc on était un peu au fond du trou à ce moment-là. Et puis, bon, après une période de déception, on s'est dit, bon, allez, ça marche vraiment mal là, on va insister, peut-être que Megers ne se mettra pas sur le coup. Et en reprenant ces histoires-là pour faire des lactames, ici, en fait, on s'est aperçu qu'on avait un très bon rendement global, mais ce qu'on avait, c'était un mélange 1 pour 2 dans 2 composés, un lactame et une lactone. Alors, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on a fait le HAT, ici, le rebond radicalaire peut se faire soit par l'azote, soit par l'oxygène. L'oxygène nous conduit à cette imidate ici qui, lors du quench de la réaction, va nous fournir la lactone. Voilà. Donc on a cherché à optimiser ça. Ça nous semblait intéressant, en fait, ici, d'utiliser le potentiel des nitrènes qui sont faciles à former, qui permettent de faire de l'abstraction 1,5H facilement pour former finalement une liaison carbone-oxygène. Et ça, c'est pas complètement idiot parce qu'on voit là un papier de Justin Dubois de 2016 où lui, il va faire justement des lactones comme ça par une fonctionnalisation CH à distance. Et il le fait en utilisant un sel de cuivre 2, mais il doit utiliser un oxydant vraiment fort, du persulfate de sodium, en milieu acide. Et du coup, la réaction fonctionne bien. Mais ça, c'est à peu près l'étendue de la réaction. En fait, le scope est vraiment extrêmement limité parce qu'évidemment, acide acétique, persulfate de sodium, de potassium, pardon, persulfate de potassium, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Donc on s'est dit qu'il y avait de la place pour faire ça. En cours de développement de ce sujet-là, en cours de publication, notre ami Canouk est revenu aussi. Ah bah alors mince. C'est le drame. Ah, c'est bizarre ce que j'ai. Ben voilà, là. Non, c'est pas celui-là.
Alors, bon, bah, désolé. Donc lui, c'est assez différent, c'est des carbonates qu'il a, et il obtient des mélanges, mais il a pu voir aussi qu'il faisait ça, mais il était avec des complexes de ruthénium. Donc il a fait aussi des activations avec des nitrènes pour former des liaisons CO sur des carbonates, et pour ça, il est sur des complexes de ruthénium et non pas de fer ou d'autres métaux. Alors, on a optimisé ça en testant tout un tas de paramètres. Finalement, ce qui marche bien, c'est d'utiliser de nouveau notre P-Box avec simplement un acétate ici et dans un mélange HFIP-O. Alors là, il y a un effet remarquable de l'eau dans cette réaction, puisqu'en fait, si vous faites la manip dans du HFIP pur, il n'y a quasiment rien. Et puis, dès que vous rajoutez un petit peu d'eau, les rendements sont autour de 90%. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les manips en fait, dans un mélange 9 pour 1, 9 d'eau et 10% de HFIP. On peut le faire aussi dans de l'eau pure, et dans de l'eau pure, on a des rendements de l'ordre de 70%. Voilà l'étendue de la réaction de nouveau, rien de spécial à signaler. On peut le faire de nouveau avec des dérivés halogénés, ce qui permet d'envisager des couplages ultérieurs. De nouveau, des bons complexants là où complexant du fer pose problème. On peut le faire aussi sur des positions propargyliques, sur des positions aliphatiques. Et évidemment, là, ici, c'est un petit peu trop volatile pour qu'on ait des bons rendements. Ensuite, on s'est intéressé à voir un petit peu, à faire des expériences de compétition. Et donc là, on a rajouté un carbone sur la chaîne par rapport à tout à l'heure. Et donc maintenant, vous pouvez faire du 1,5 HAT ou du 1,6 HAT. Le 1,5 HAT correspond à une BDE plutôt haute et le S6 HAT à une BDE beaucoup plus accessible. Et manifestement, donc, c'est l'aspect cinétique qui l'emporte puisqu'on a un rendement de 70% avec exclusivement le produit provenant du 1,5 HAT. Si maintenant on enlève ces deux carbones-là, on ne peut plus faire de 1,5 HAT. Et ce qu'on observe, c'est finalement un produit qui correspond à une activation formelle de liaison sp2H. Là, on fait une composition intramoléculaire secondaire benzylique secondaire et c'est la BDE qui l'emporte avec 12 pour 1 donc en faveur de ce composé-là. Et si on force un peu la compète entre benzylique et tertiaire, c'est encore la position benzylique qui l'emporte, mais on n'est plus qu'à 2 pour 1 comme on s'y attend. Point de vue mécanistique, si on rajoute du tempo dans la manip, Hugo a pu isoler avec 6% ce carboradical, hein, ce qui est pas mal. Hein. Dans la littérature, il n'y a pas d'exemple de piégeage de ce carboradical par du tempo. Si on part d'un dérivé ici sur lequel on aurait introduit un alcool ou un acétate, ce qu'on pourrait envisager au cours de la réaction pour que ce soit recyclisé derrière, on n'observe pas, on n'a pas de réactivité ou des réactivités très faibles. On a fait des expériences de compétition isotopique aussi, et ce qu'on observe, c'est un KIE négatif, ce qui veut dire que l'état de transition implique un réarrangement de carbone sp2 en sp3, ce qu'on a tout à fait avec notre carboradical. Et puis en termes de RPE, on a refait du spin trapping avec des nitrones, et on a pu isoler donc le carboradical correspondant ici, enfin l'observer, observer son piégeage par ce réactif. Vous avez de nouveau ici en noir le spectre RPE authentique et en rouge le calculé, donc qui colle plutôt bien. Guillaume Lefebvre, toujours à côté d'ici, montagne Geneviève est le centre du monde. Donc on a pu nous faire des calculs. Donc comme on est principalement dans l'eau, on a ici, Guillaume a mis des ligands O sur le fer, et vous voyez que vous avez une liaison hydrogène ici avec le carbonyle de l'amide, qui stabilise ce nitrène aussi, qui est à l'état quintuplé. C'est fait au niveau OPBE, qui justement permet de bien calculer les états de spin des différents intermédiaires. L'état de transition est très facile à accéder. Ici, donc le 1,5 HAT avec 3,2 kcal. On obtient ce carboradical ici, et après, ce carboradical doit cycliser. Donc ça, il a fallu laisser pas mal de temps au système pour évoluer. Ce qui se passe, c'est qu'on commence par décoordonner une molécule d'eau pour avoir cet intermédiaire, puis ensuite, il faut que le bras revienne vers le centre métallique. Et en fait, ce qu'on observe ici, là, c'est du coup un ligand non innocent, puisque c'est la partie ligand qui est réduite de façon concomitante à l'oxydation du carboradical qui cyclise immédiatement pour former cet intermédiaire.
Ensuite, on a une simple hydrolyse qui libère ce composé-là. Si vous faites ça en B3-LIP, qui est le niveau classique, qu'on remodélise cet intermédiaire-là, ici, on peut observer son oxydation par le fer qui est extrêmement favorisée. Ensuite, on libère le substrat ici, qui a le choix entre cycliser par l'oxygène ou par l'azote, et la cyclisation par l'oxygène est très largement favorisée par près de 10 kcal, donc, ce qui correspond bien avec ce qu'on observe. Donc voilà finalement résumé ici le mécanisme de cette réaction de notre vision, rien de spécifique. Si ce n'est que, bien sûr, ici, on voit à nouveau apparaître ces espèces-là qu'on avait bien envie d'essayer de piéger. Donc on a réajouté dans le milieu réactionnel du TMSN3. Et vous voyez qu'ici, dans du HFIP, on arrive à isoler les composés ici de fonctionnalisation en position gamma pour former ces azotures. Donc fonctionnalisation à distance de position de ces positions-là. Donc ça marche bien. Vous pouvez faire ça aussi ici en série carbamate. Donc comme ça, vous rentrez l'azoture ici. Et ça, évidemment, l'intérêt, c'est que vous pouvez après déprotéger facilement cette position-là pour avoir comme ça des 1,2 azido-alcool. Donc voilà un petit peu où on en est actuellement avec cette chimie du fer et des hydroxylamines qu'on développe petit à petit, avec de plus en plus de concurrence. Il y a un vrai engouement pour cette chimie des hydroxylamines et du fer. La limite vraiment actuellement, c'est les aspects énantiosélectifs. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment très compliqué d'avoir des bons résultats en énantiosélectivité avec cette chimie du fer ici. Je voudrais remercier les personnes qui ont participé à ce travail. Alors d'abord, je co-dirige l'équipe avec Patricia Busca. La personne qui a la plus importante pour ce travail, c'est Farouk Beral, qui est maître de conférence avec moi, qui a vraiment fourni un travail formidable à la fois d'encadrement, de direction du sujet, mais aussi à la paillasse, il a fait beaucoup de choses. Je ne vous ai pas présenté, mais on a fait énormément de ligands chiro par de la chimie organométallique, pas toujours facile, et il a fait ça. Tania était à l'époque postdoc avec Farouk en obtenant un financement émergent CNRS, elle a travaillé sur ce sujet. On a actuellement Yasheng Feng et Capucine qui travaillent également dans ce domaine-là, mais je ne vous ai pas présenté leurs travaux aujourd'hui parce que ce n'est pas encore terminé. Les grands anciens, c'est Anne-Doriane Manik qui a initié ce sujet avec Farouk et qui est maintenant chargé de recherche au CNRS à Marseille. Georgina et Hugo sont tous les deux en postdoc chez Lutz Ackermann. Kyung-Hoon vient de soutenir. Sandra Abifessal avait fait son M2 avec nous et puis elle a rejoint après en thèse le groupe de la directrice de l'ICMO actuelle. Emmanuel Schultz, merci, c'est un trou. Voilà, et elle est depuis retournée au Liban, j'espère que tout va bien. Je remercie infiniment notre équipe de RPE avec qui c'est un plaisir de collaborer, ainsi que Maxime et Laurence et Guillaume qui nous ont permis de faire des études un petit peu plus exploratoires. Voilà, et donc Michael Farouk est ici présent. Voilà, je vous reste à remercier tout le monde. Merci Louis, merci pour cette trop gentille présentation et merci pour l'invitation pour venir ici dans cet endroit quand même qui est un peu prestigieux. Ça met un peu la pression, surtout après le très beau cours que tu as fait ce matin. C'était vraiment une très belle introduction sur la chimie des nitrènes, c'était complet. Puis ça a été complété par notre ami Guillaume qui m'a mis un peu la pression. Donc oui, je suis vraiment content d'être ici pour vous parler donc, de ce qu'on développe à GIF. Donc voici, c'est un institut qui était il y a quelques semaines, quand il y avait un peu de neige. Et ça, effectivement, c'est GIF, il y a plus de 100 ans. Il n'y avait pas encore l'institut qui était construit. C'est donc ici, là, c'est la ferme de Chamor. Et donc, bien, GIF, on développe une chimie autour des nitrènes en utilisant le rhodium. Alors effectivement, ça va être moins durable que le fer, mais j'espère vous montrer qu'avec le rhodium, on peut faire quand même de belles choses. Et notamment, on essaye de répondre à la question de la sélectivité, notamment la régiosélectivité, mais aussi l'énantiosélectivité dans les réactions d'amination de liaison CsP3H. Alors, on va faire un peu un retour à des basiques et à des bases qu'on a sûrement appris tous les deux, Louis, quand on était à l'école de chimie, à savoir qu'on nous a enseigné une chimie organique basée sur la transformation de groupements fonctionnels. Donc vous savez tous qu'on
On peut reposer sur des alcènes, des composés carbonylés, des halogénés pour réaliser toutes sortes de liaisons, des réactions d'oxydation pour former une liaison CO, d'amination réductrice pour former une liaison CN, ou de couplage pour créer une liaison CC. Et concrètement, en chimie médicinale, on peut utiliser cela pour moduler les propriétés pharmacologiques ou pharmacocinétiques d'un produit naturel, comme celui-ci, l'acide bétulinique, qui est caractérisé par notamment une faible solubilité. Donc si on repose sur les transformations de groupements fonctionnels, on voit ici qu'on a 3 possibilités, l'alcool, l'alcène ou l'acide carboxylique, pour modifier la structure du produit naturel et éventuellement améliorer sa solubilité. Clairement, il n'y a pas forcément beaucoup de potentialité. Donc, pourquoi pas se tourner vers des liaisons CH, notamment des liaisons CH non activées, à savoir des liaisons CH qui ont une haute énergie de liaison, un haut pKa. Donc ces liaisons CH, vous savez qu'elles sont présentes largement dans tous les produits de la chimie organique. Jusqu'à présent, c'est généralement le squelette des molécules organiques, et généralement, on considère que ces liaisons CH sont totalement inertes. Et en fait, vous savez maintenant que ce n'est plus vraiment vrai, le paradigme a changé, et on considère qu'une liaison CH peut être un réel groupement fonctionnel, et on peut transformer directement une liaison CH en une liaison CO, CN et CC. Et là, si on revient à la chimie médicinale, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, parce qu'on voit que là, la molécule s'éclaire sur différentes positions. Donc, clairement, si on veut mettre au point des réactions de fonctionnalisation CH efficaces, il va falloir être d'abord capable de cibler une liaison CH particulière. Donc, par exemple, si je considère ce point rouge, on utilise des métaux de transition, un groupement directeur qui permet de venir toucher cette position-là. Donc on est capable de pouvoir fonctionnaliser une position sélectivement, mais aussi l'idée c'est de trouver des conditions orthogonales, donc la catalyse photoredox, la biocatalyse, la chimie des radicaux, qui va permettre d'aller toucher d'autres positions. Donc clairement, en une étape, on voit ici qu'on peut fonctionnaliser différentes parties de la molécule, et clairement, en matière de chimie médicinale, c'est tout particulièrement intéressant si on veut atteindre une grande diversité moléculaire. Alors, cette idée de sélectivité dans les réactions de fonctionnalisation CH est une idée quand même qui a été largement étudiée depuis 20 ans. Donc, une première stratégie, c'est d'utiliser les réactions dites d'activation CH, qui vont se passer dans la sphère de coordination du métal. Donc, typiquement, ici, on a un groupement directeur qui va se lier au métal, le palladium, et globalement, par une étape élémentaire d'activation CH, on va former ce métal à cycle qui ensuite permet d'introduire un groupement aromatique sur cette position-là. Alors il est bien connu que les métals à cycle à 5 chaînons sont favorablement formés, donc clairement on peut facilement fonctionnaliser cette position-là. Alors on peut aussi maintenant faire des métals à cycle à 6 chaînons, donc on peut imaginer aller sur l'autre position, mais on voit bien que d'autres positions ne seront pas possible à activer, donc par conséquent, on pourra toucher certaines liaisons CH qui vont rester inertes dans ces conditions-là. Alors on peut se tourner vers la chimie radicalaire que Guillaume a évoquée, notamment cette réaction vénérable Hofmann-Leffler-Freytag, 1883. Pourtant, c'est une réaction qui revient au goût du jour parce qu'elle permet, via des processus radicalaires de transfert d'atomes d'hydrogène, notamment en position 1,5, de venir fonctionnaliser sélectivement ce type de liaison CH. Alors bien sûr, on peut moduler les conditions de telle sorte qu'on peut faire du 1,4 ou du 1,6. Donc globalement, on peut toucher aussi ces autres liaisons CH. Mais une fois de plus, on voit bien que des liaisons CH ne vont pas être accessibles par cette méthode. Alors là, on est sur des réactions qui sont quelque part intramoléculaires. On peut capitaliser sur des réactions intermoléculaires. Et généralement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer sur les propriétés du substrat. Par exemple, dans le cas du THF, ici on a un effet d'hyperconjugaison par le doublé non-liant de l'oxygène qui va activer cette liaison CH en alpha, de telle sorte qu'il est facile de venir sélectivement fonctionnaliser cette liaison CH. Mais comment on va pouvoir opérer pour taper cette autre liaison CH? Donc on voit bien une fois de plus qu'on va être limité. Donc une autre stratégie qui va permettre peut-être d'aller au-delà de ces limitations en termes de liaison CH qu'on peut fonctionnaliser, c'est une stratégie qu'on va dire contrôlée par le catalyseur, à savoir que, en fonction du catalyseur que je vais choisir, je vais induire des interactions non covalentes différentes avec le substrat, de telle sorte qu'en fonction du catalyseur, je vais être capable de toucher différents types de liaisons CH. Et par conséquent, on peut espérer aller au-delà des simples limitations
mentionnées précédemment et pouvoir toucher des liaisons CH qu'on ne pouvait pas toucher avec les stratégies précédentes. Alors ça, c'est une chimie qui a été bien développée dans le domaine des carbènes par Hugh Davis, avec des complexes de dirodium. Et c'est une chimie qui nous a inspirés pour essayer d'avoir le même concept en chimie des nitrènes. Et donc, une chimie des nitrènes que Louis a bien présentée ce matin, à savoir qu'on va combiner la catalyse au dirodium avec les réactifs de l'iode hypervalence, ces iminoiodinane, ou iminoiodine en français, décrits par Yamada en 1975, mais aussi décrits par Abramovich une année avant. Il avait décrit aussi cette même préparation, sauf que dans ce cas-là, on utilise un sulfonamide, de la pyridine et de l'éther, on est capable de former l'iminoiodane. Donc ça, c'est des années 70, et 10 ans plus tard, comme tu l'as démontré, Louis, eh bien Breslau, Mansuy, Evans, puis il y a aussi Paul Muller dans le complexe de rhodium, ont démontré que, en présence de métaux de transition, ces iminoiodanes vont générer des métallanitrènes qui vont être capables de réaliser des réactions d'amination CH, intramoléculaires, intermoléculaires, ou des réactions d'aziridination. Alors, je vous ai montré ici quelques noms qui sont les acteurs principaux de ce domaine, Paul Muller, David Evans, mais plus récemment Justin Dubois, Pedro Pérez, Simon Blakey, Jennifer Shoemaker. Et en fait, c'est une chimie qui a, on va dire, décollé à partir du moment où on a réussi à mettre au point un protocole qui permet de générer in situ ces iminoiodanes. Parce que croyez-moi, ces espèces-là semblent faciles à préparer, mais en fait, c'est quelquefois un cauchemar de les isoler et de les caractériser. Et en plus, généralement, ça marche très bien pour un sulfonamide, mais quand on veut changer la source azotée, ça devient plus complexe. Donc, pouvoir les générer in situ permet de résoudre le problème de leur synthèse, mais aussi permet d'avoir accès à une plus grande diversité moléculaire. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment fait exploser le domaine, c'est Justin Dubois, en utilisant la catalyse au dirodium, à savoir que Justin Dubois, au début des années 2000, a démontré que si je prends un carbamate, si je prends un sulfamate, que je prends le réactif commercial iodosylbenzène diacétate, oxyde de magnésium en présence de complexes d'irodium, eh bien, je génère l'iminoiodane, le nitrène de rhodium, et ensuite la réaction se fait de manière intramoléculaire pour générer soit une oxazolidine, soit un sulfamate à 6 chaînons. Donc c'est des réactions qui sont particulièrement efficaces. Et puis un point essentiel, c'est qu'on voit ici qu'on transfère intégralement l'information stéréochimique du substrat vers le produit. On a des réactions qui sont stéréospécifiques, ce qui est particulièrement intéressant si on veut faire la synthèse totale. Et typiquement, Justin Dubois a bien démontré l'intérêt de ces manips. D'abord, dans la synthèse totale de la tétrodoxine, on voit ici un intermédiaire avancé relativement complexe, et on voit que l'application de la réaction intramoléculaire à partir du carbamate se fait spécifiquement sur une liaison CH avec un très bon rendement, et la même chose avec des sulfamates. Donc réaction efficace, on arrive à fonctionnaliser sélectivement des liaisons CH qui vont être proches du nitrène, donc cycle A5, cycle A6, mais une fois de plus, on voit bien que d'autres liaisons CH ne pourront pas être touchées par ces réactions intramoléculaires. Donc l'idée, c'est faire des réactions intermoléculaires, bien sûr. Et là encore, Justin Dubois, en utilisant ces protocoles de génération in situ d'iminoiodane, a démontré que, avec ce complexe de dirodium bien particulier, un complexe qui est très réactif, on génère un nitrène de rhodium qui permet de faire de l'amination benzylique, sachant que le substrat est en quantité stoichiométrique, c'est aussi un point essentiel. Souvent, dans les manips que Louis a présenté ce matin, on avait un excès de substrat. Donc, ça marche, mais si on veut faire la synthèse totale, c'est un facteur qui est trop limitant. Or là, on est capable de faire de l'amination CH benzylique, tertiaire, avec de bons rendements. Mais une fois de plus, on touche du benzylique, on touche du tertiaire, donc clairement, ça serait bien de pouvoir toucher d'autres liaisons CH qui sont différentes de la benzylique ou de la tertiaire. Alors, petit point, on va dire de chimie durable. Donc effectivement, Guillaume, tu as parlé beaucoup de la chimie du fer. Donc le fer est un élément durable. Mais tu as aussi parlé d'espèces précurseurs de nitrène qui sont relativement intéressantes, parce que la seule source qu'on génère, c'est un acide carboxylique. Donc on va dire que c'est relativement acceptable du point de vue écologique. Nous, dans notre cas, on a une limitation, c'est qu'on va, une fois qu'on forme le nitrène, générer de l'iodobenzène. C'est une limitation, ce n'est pas forcément un composé qui est éco-compatible, alors que les autres espèces, telles que les azotures, par exemple, qui génèrent que de l'azote, on est vraiment très très bien du point de vue éco-compatibilité. Mais
on a quand même un élément qui est important, c'est que dans tous les cas de figure, il faut préparer les autres espèces précurseurs de nitrène, alors que nous, en utilisant de l'iode hypervalent, on va pouvoir générer in situ. Donc on va avoir accès rapidement à une diversité moléculaire, et on va dire qu'on évite les produits secondaires qui sont formés lors de l'étape de préparation. Néanmoins, ce n'est pas forcément l'espèce la plus la meilleure en termes d'écocompatibilité pour générer un nitrène. Avant de parler des travaux, un élément important, les mécanismes de la réaction. Alors généralement, on considère que la première étape, effectivement, c'est je prends un sulfamate, un carbamate, l'iode hypervalent, je génère l'iminoiodane, composé qu'on peut considérer comme étant isoélectronique à un diazo que vous avez dû voir dans la chimie des carbennes. Et de manière contre-intuitive, eh bien, cette première étape qui est un équilibre déplacé vers le réactif, c'est l'étape limitante de tout le procédé. Ce qui se passe ensuite, on a un complexe de dirodium, acide de Lewis, 16 électrons, on a une espèce nucléophile de l'azote, donc on va avoir le doublet de l'azote qui va attaquer dans la LUMO du rhodium, rétrodonation d'orbital pi du rhodium pour kicker l'iodobenzène, on génère l'espèce rhodium-nitrène, et, point important, on a ici un umpolung, comme dans les carbennes. Vous partez d'un diazo qui est nucléophile, vous générez un carbène, ici un nitrène qui est électrophile. Et cette espèce hautement électrophile est capable de réagir directement avec une liaison CH pour donner le produit d'amination. Et selon, on va dire, l'état du nitrène, si on a un nitrène triplé, on a une espèce qui vient arracher un H point, puis recombinaison du biradical, soit une espèce singulée, et là, les recouvrements orbitalaires sont tels qu'on peut avoir une réaction qui est stéréospécifique, concertée mais asynchrone, pour former le produit d'amination. Bien sûr, si vous avez une double liaison dans votre substrat, vous formerez une aziridine par l'addition du nitrène sur la double liaison, selon les mêmes procédés radicalaires ou concertés. Donc, l'idée qu'on a eue depuis maintenant quelques années à l'ICSN, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette catalyse au rhodium, cette chimie de l'iode hypervalent, pour développer des réactions d'amination CH qui soient sélectives, régio- et énantiosélectives, catalysées possiblement par le catalyseur, par le complexe de dirodium, donc toucher sélectivement une liaison CH, mais éventuellement développer des conditions orthogonales de telle sorte qu'on puisse toucher différents types de liaisons CH à volonté, selon le complexe de rhodium qu'on va générer. Alors cette chimie-là, on l'a étudiée il y a quelques années, lorsque Camille était encore au laboratoire, et on avait réussi à démontrer que ces espèces ici chirales du soufre, les sulfoniminamides dont Louis a parlé ce matin, eh bien, elles réagissent tout particulièrement bien avec des complexes de dirodium, avec des effets d'appariement match et mismatch qui sont très forts, à savoir que le réactif S reconnaît uniquement le complexe de rhodium S, et donc ces rhodium de nitrène chiro qu'on génère permettent de réaliser des réactions d'amination CH hautement diastérosélectives, mais aussi très efficaces. Donc typiquement ici, on a les positions benzyliques qui réagissent avec de très bons rendements, donc à chaque fois, je ne vais pas le préciser, mais le substrat est le réactif limitant. Et on voit ici que les rendements d'amination CH sont très bons, mais aussi on a une parfaite diastérosélectivité, et on est capable en plus de discriminer deux positions benzyliques différentes. Donc ça marche bien sur les positions benzyliques, ça marche aussi très bien sur des positions allyliques. Et là, on a un élément supplémentaire, donc on a une réaction qui est diastérosélective, mais en plus, on a une réaction qui est régiosélective, parce qu'en fait, on a différentes positions allyliques, et il n'y en a qu'une seule qui est touchée. Et puis on a aussi une réaction qui est chimiosélective, parce que je vous ai dit qu'un nitrène peut s'additionner sur un alcène, or ici, on n'a que le produit d'amination allylique qui se forme. Et finalement, on démontre qu'on peut faire de l'amination CH de position tertiaire. Donc c'est une réaction qui marche très très bien, sélectivement, mais on va dire que du point de vue intellectuel, ce n'est pas forcément satisfaisant, parce que l'élément de chiralité est présent en quantité stoichiométrique, et clairement, quand on veut faire de la catalyse asymétrique, il faut que cette chiralité soit présente en quantité catalytique, c'est-à-dire liée au complexe métallique qu'on utilise comme catalyseur. C'est pour ça qu'on s'est tourné, depuis quelques années, vers les sulfamates. Et les sulfamates, on s'est tourné vers ces composés-là parce que d'abord, eh bien, ils sont faciles à préparer.
Les sulfonamidamides dont j'ai parlé précédemment, il en faut 3 étapes pour les faire. Ça marche très très bien. Camille le faisait à l'échelle de la trentaine de grammes, mais clairement, ce n'est pas si pratique qu'un sulfamate où vous prenez un alcool, l'acide formique, le chlorosulfonyle isocyanate qui est commercial, et en une étape, vous avez le sulfamate correspondant. Et là, vous pouvez utiliser tous les alcools de la Terre, des alcools benzyliques, des alcools aliphatiques, mais aussi des alcools dérivés de phénol. Et on va voir que ces sulfamates sont tout particulièrement intéressants pour créer la diversité moléculaire. Donc, voici les précurseurs de nitrène. On va revenir maintenant 2 secondes sur les complexes de dirodium, parce que ce sont des acteurs importants de la réaction. Donc ces complexes de dirodium, en fait, on peut partir du dirodium acétate, qui est commercial. Bon, le prix, il est un tout petit peu élevé, mais si on arrive à négocier avec le fournisseur, on peut trouver quand même de la vingtaine de grammes pour 3 000 €. Ce dirodium acétate, vous le mettez en présence de l'acide aminé, vous chauffez dans le chlorobenzène en présence d'un Soxhlet, donc une cartouche dans laquelle vous allez mettre le carbonate de sodium, de telle sorte que, en chauffant, l'acide carboxylique, ici l'acide aminé, va déplacer l'acide acétique. Vous l'évaporez et vous le piégez dans le Soxhlet, de telle sorte que vous déplacez l'équilibre pour installer sur votre dirodium 4 ligands carboxylates dérivés d'acide aminé. Donc en une étape, vous avez accès à ce complexe de dirodium. Et bien sûr, puisqu'on travaille avec des acides aminés, on peut modifier la chaîne latérale de l'acide aminé, on peut modifier le groupement protecteur de l'azote, donc des imides, avec des anneaux aromatiques qui sont perhalogénés, et éventuellement différents groupements aromatiques. Donc on voit qu'on peut avoir accès à une large diversité de complexes de dirodium. Alors, bien sûr, pour revenir au caractère écocompatible, qui est fondamental quand même maintenant, le rhodium, c'est rare, c'est cher, c'est clair. Mais il y a un point important quelquefois qu'il faut prendre en compte en catalyse organométallique. Le métal peut coûter cher, mais le ligand peut coûter quelquefois plus cher que le métal. Or là, on est en présence d'acides aminés qui sont quand même clairement des ligands qui sont facilement accessibles et peu onéreux. Et puis on va voir quand même que quelquefois on va pouvoir travailler avec des taux catalytiques très très faibles en rhodium, de telle sorte que, on va dire qu'on compense un tout petit peu ce prix exorbitant des complexes de rhodium. Deuxième point maintenant important, c'est cette structure des complexes de rhodium qu'on va avoir en main. On a des complexes de rhodium qui ont 4 ligands carboxylates. Et si on prend le plan ici qui est perpendiculaire à la liaison rhodium-rhodium, on voit qu'en fonction du nombre de groupements protecteurs que j'ai d'un côté du plan et le nombre de chaînes latérales que j'ai de l'autre côté, on peut avoir accès à différentes géométries pour ce complexe de rhodium. Donc par exemple, si j'ai 3 ligands d'un côté et le 4e de l'autre côté, on a un complexe de rhodium de symétrie C1. Si on a 2 groupements protecteurs de chaque côté du plan, on peut avoir une géométrie D2 ou C2. Et maintenant, si j'ai tous les groupements protecteurs d'un même côté du plan et les chaînes latérales de l'autre, on a ici une symétrie C4. Alors on a longtemps cru, avec des travaux d'Hashimoto, que les ligands des complexes de rhodium avaient une symétrie C2, parce qu'en fait il avait réalisé la cristallisation d'un complexe de rhodium dérivé d'un acide aminé avec une symétrie C2. Et en fait, récemment, Fox et Charette ont cristallisé d'autres complexes de rhodium et il s'avère que ces complexes ont la symétrie C4. Et là, ça devient particulièrement intéressant parce que, comme le montre ici ce cliché RX, on a ici une poche délimitée par les 4 groupements protecteurs de l'azote, et de l'autre côté, une autre partie du rhodium avec les chaînes latérales. Alors, clairement, se pose la question, mais on a les 2 rhodiums qui sont différents. Selon que le nitrène va se lier à ce rhodium-là ou à celui-ci, on va avoir 2 espèces de métallonitrène différentes. Or, il s'avère qu'on a fait des calculs théoriques avec Marie Sirkoglou à l'ICMO, et elle a démontré que le nitrène se liait à ce rhodium dans la poche délimitée par les groupements protecteurs, et c'est avec une différence de 13 kcal. Donc, clairement, c'est favorable. Maintenant, ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que l'autre rhodium reste toujours disponible pour éventuellement se lier avec des espèces, comme par exemple le solvant, si on a un solvant qui est base de Lewis. Alors, on est parti avec cette chimie-là, et on a trouvé, il y a quelques années, un premier couple de rhodium sulfamate qui permet de faire de l'amination benzylique énantiosélective, donc en combinant ce complexe de rhodium, où on voit ici
ce groupement phtalimido-perfluoré, chaîne latérale adémantyle, et un pentafluorobenzyle sulfamate. Donc, je ne vais pas trop aller en détail dans cette réaction-là. Ce qu'il faut retenir, c'est une réaction qui peut se faire avec 1 ou 0,1 mol% de complexe de rhodium. Les rendements sont très bons, jusqu'à 99%, et les EE vont jusqu'à 89%. Alors, voici l'exemple peut-être le plus significatif. On peut travailler avec 50 millimoles de substrat, 0,1 mol de catalyseur, et on a un produit qu'on arrive à isoler à l'échelle presque de 20 grammes, avec une très bonne énantiosélectivité. Et ensuite, on peut aussi facilement couper le groupement sulfamoyle pour générer l'amine libre. Donc ça, ce sont des éléments importants pour la synthèse, mais on a un facteur limitant, c'est que la réaction marche très bien pour tout ce qui est éthyle. Dès qu'on passe sur un propyle, un butyl, la sélectivité et l'efficacité diminuent. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Néanmoins, on a été capable de faire de l'amination CH benzylique intermoléculaire et énantiosélective. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose maintenant, mais en aziridination de styrène. Et là, on a trouvé un nouveau couple sulfamate-rhodium. Donc là, c'est le même complexe que précédemment, sauf qu'on a remplacé l'adamantyle par le terbutyl. Et là, on est sur un sulfamate aromatique avec un paraterbutyl. Et là, de nouveau, une réaction qui est efficace, faible taux catalytique, grand champ d'application relativement large. Et là où c'est devenu très intéressant, c'est que lorsqu'on a étudié le cas des oléfines trisubstituées, on s'est retrouvé avec une réaction qui était parfaitement énantiosélective. On voit ici qu'on a des EE de 99%, et on a des réactions qui sont chimiosélectives, à savoir qu'on est capable de discriminer la double liaison la plus riche en électrons par rapport à d'autres qui sont moins riches en électrons. Donc on avait un procédé qui était efficace, et lors de l'étude du champ d'application, on a eu un résultat qui était relativement intéressant, à savoir que lorsqu'on a étudié le cas de l'aziridination de cette alcène dérivée de l'ibuprofène, eh bien Vincent Bocquet a réussi à y trouver un produit secondaire à hauteur de 11%, qui s'était révélé être le produit d'amination de la chaîne latérale, ici isobutyle, en position tertiaire. Et là, ça devenait intéressant parce que lorsqu'on revient à l'état de l'art de cette réaction, lorsqu'on étudie des produits qui procèdent à la fois à une liaison CH benzylique et une liaison CH tertiaire, eh bien, Justin Dubois et Marie-Christopher White avaient démontré que, quel que soit le complexe de rhodium ou de manganèse ou du sulfamate, le produit qui est majoritaire à partir de ce substrat-là, c'est le produit d'amination benzylique, et non pas le produit d'amination tertiaire. Alors, quand on voit le complexe de rhodium S, on s'aperçoit ici qu'on a un complexe pour lequel les deux rhodiums sont exposés de la même façon de part et d'autre. Et clairement, on peut imaginer que dans le cas que tu évoquais aussi, Guillaume, on a des réactions qui sont BDE-driven, à savoir que la BDE, la liaison CH benzylique, est bien plus faible que la liaison CH tertiaire, donc on va sélectivement faire l'amination benzylique. Pourtant, on s'est dit, peut-être que dans notre cas de figure, on a un complexe de dirhodium qui a cette capacité à faire le nitrène dans une poche hydrophobe. Et justement, Marie avait fait des calculs sur l'aziridination intermoléculaire et avait démontré que, eh bien, lorsqu'on a cette poche hydrophobe, on a le sulfamate qui vient se lier et on a un pi-stacking entre le sulfamate aromatique et un des groupements protecteurs du phtalimide. Ça laisse un espace ici qui est particulièrement approprié pour avoir l'alcène et favoriser l'attaque sur la face ci, et ça explique l'énantiosélectivité de la réaction. Donc clairement, ce résultat suggérait qu'on pourrait utiliser ce système-là pour aller au-delà d'une sélectivité qui était gouvernée par l'énergie de liaison benzylique et aller vers d'autres liaisons CH défavorisées. Et donc effectivement, de proche en proche, on a démontré que ce couple sulfamate-dirhodium était parfait pour faire de l'amination tertiaire en présence d'une liaison CH benzylique. Donc, pour une chaîne isobutyle, à chaque fois, c'est l'amination tertiaire qui a lieu, avec une régiosélectivité parfaite et de très bons rendements. On allonge d'un carbone, on passe à des isoamyles. De nouveau, la sélectivité est favorable pour la position tertiaire. On allonge encore d'un carbone. Là, on touche les limites du système, parce qu'en fait, il faut un groupement en ortho pour bloquer cette position benzylique. Et on arrive toujours à faire de l'amination tertiaire, mais le rendement est moins bon.
Et pour prouver quand même la robustesse de cette réaction, on a pu démontrer que de nouveau sur 50 millimoles, on pouvait faire l'amination CH, mais là on peut tomber à 0,01 mol % de rhodium, donc ça devient vraiment intéressant du point de vue chimiocompatibilité, éco-compatibilité. Et une fois de plus, on peut simplement couper avec un peu de pyridine dans l'acétylnitrile aqueux le groupement protecteur pour générer l'amine libre. Alors, avec Marie et Diane, postdoc argentin qui est maintenant maître de conférence à Toulouse, on a commencé à faire des calculs, mais là on s'est fait squeezer par un groupe chinois qui a étudié notre système et qui a démontré que, a priori, pour l'amination CH tertiaire, on aura un p-stacking entre notre substrat et un des aromatiques du complexe qui dirigerait la réaction, alors que pour la position basilique, on n'a pas ce p-stacking, et c'est pour ce qui ferait la différence de régiosélectivité. En ce qui nous concerne, on s'est dit, puisque ça marche très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attaquer à une question beaucoup plus difficile en matière de régiosélectivité, à savoir, serait-il possible de mettre au point un système qui permettrait de différencier un méthylène sur une simple chaîne alkyle non substituée? Donc on voit bien ici qu'on a soit des liaisons CH primaires, généralement qui sont très peu réactives dans ce système rhodium-nitrène, comme avec des rhodium-carbène ou des oxènes. En revanche, on a des méthylènes qui, eux, sont réactifs, mais le problème, c'est que les méthylènes sont globalement équivalents du point de vue stérique et électronique. Donc c'est vraiment un des systèmes les plus compliqués à résoudre en phosphorylation CH. Alors, dans l'autre cas de figure, on a un aromatique, donc on sait que cette position basilique, elle est favorisée du point de vue de la BDE. Hugh Davis avait démontré qu'on pouvait utiliser des effets stériques sur le complexe de rhodium pour venir fonctionnaliser sélectivement cette position terminale. Et donc, nous, notre idée, c'était est-ce qu'on peut trouver un complexe de rhodium avec un nitrène pour venir toucher la position homobasilique? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, puisque ça marche très bien sur une chaîne isobutyle, et si la réaction est contrôlée par le catalyseur, alors on peut imaginer que si j'enlève un méthyle, donc une chaîne propyle, on puisse observer la même sélectivité. Donc on a commencé à cribler différents sulfamates en présence de ce complexe de rhodium. Donc le sulfamate précédent, effectivement, favorise la position homobasilique, mais la régiosélectivité n'est pas forcément fameuse. Alors on a testé différents sulfamates. Là, grosse déception, on est toujours sur la position basilique. On va quand même garder en tête ce composé méta-méta-dichloro qui donne l'amination basilique avec un très bon rendement et une régiosélectivité parfaite. Et pour revenir à l'homobasilique, eh bien, la lumière est sortie de sulfamates pour lesquels on fonctionnalise la position ortho. Et notamment lorsqu'on utilise ce dibromométhylcrésol, eh bien, on voit qu'on arrive à avoir une régiosélectivité qui est décente. Néanmoins, ce n'était pas forcément satisfaisant. Et là, on est revenu au mécanisme de la réaction. Donc, je vous rappelle, iminoiodane, rhodium, rhodium-nitrène, insertion CH. Et Jacobsen, que tu as évoqué ce matin, lui, avait aussi fait des études pour essayer de comprendre en quoi l'iminoiodane était important dans sa structure pour l'efficacité de la réaction. Et il avait démontré que pour la partie aryl-iodure, eh bien, que ce soit un phényl ou un phényl substitué, dans l'azérination catalysée au cuivre, il s'est aperçu que cette partie aromatique n'avait aucun effet sur le rendement et l'ensosélectivité. Donc, clairement, cette partie aromatique ne semble pas avoir d'effet sur la réaction. Sauf que on travaille sur un iminoiodane qui est préformé. Or, nous, on travaille sur des iminoiodanes qu'on va former in situ. Et d'après Dubois, c'est l'étape limitante du processus. Donc, on peut imaginer qu'il y ait un effet de cette partie aromatique sur la réactivité du système. Et effectivement, Erwan, qui avait pris la succession de Vincent, a démontré que cette partie aromatique, elle n'est pas innocente. Et notamment, si on met un groupement électroattracteur, un paranitro, on booste la réactivité du système, on augmente largement, on a un réactif oxydant plus puissant. Et ça a été un résultat important parce que nous a permis d'augmenter la réactivité. Donc, on a pu basculer sur des systèmes où on peut descendre la température. Alors, on travaillait initialement avec le pivalonitrile. Le pivalonitrile gèle à 15 degrés, donc on est obligé de faire des cosolvants, d'où le mélange pivalonitrile-acétone. Et à 0 degré, eh bien là, on peut descendre la réactivité. Et là, la sélectivité s'accroît, puisque là, on est capable
de faire de l'amination homobenzylique ici sur le propyle avec une régiosélectivité de 10:1. Donc on voit que pour une chaîne propyle, ça marche très bien. Les taux catalytiques sont toujours aussi faibles, 0,1 à 1 mol%. On allonge la chaîne, butyl, exyle, on a toujours une très bonne régiosélectivité pour l'homobenzylique. On a étudié le cas où on avait la benzylique, la tertiaire et l'homobenzylique, et on va sélectivement sur l'homobenzylique, et on peut aussi travailler avec des esters. Mais là où c'est devenu encore un peu plus intéressant, c'est que lorsqu'on a étudié le cas de diphénylbutane, eh bien là, on peut travailler sur une grosse quantité de produits. Les rendements sont toujours très bons, la régiosélectivité est parfaite, mais là où c'est devenu vraiment inattendu, c'est qu'on a vérifié l'énantiossélectivité de la réaction, et là on a une réaction d'amination CH énantiosélective pour une position non activée avec un excès de 97%. De nouveau, on peut couper facilement le groupement sulfamate, et là sans avoir besoin de pyridine, on verra plus tard que c'est intéressant. Et puis on s'est posé la question, mais si on a deux groupements aromatiques différents, eh bien finalement vous avez une chaîne ici avec 4 méthylènes qui sont différents, et le système permet de venir sélectivement fonctionnaliser cette position homobenzylique, ici proche du groupement le plus riche en électrons, pour donner le produit d'amination, 93%, et une sélectivité quasi parfaite. Et pour revenir à la chimie développée par Camille, on avait développé la même étude sur le même substrat. Et bien là, on a deux systèmes complémentaires. Avec les sulfonimidabides, vous êtes parfaitement diastérosélectif, régiosélectif sur la position benzylique. Avec les sulfamates, vous êtes parfaitement régio- et enantiosélectif sur la position homobenzylique. Alors, on a fait des calculs avec Marie. Marie et Nayan ont démontré que, eh bien, on a le complexe de rhodium, pi-stacking entre le sulfamate et aphthalimide, de telle sorte qu'on a ici un espace pour le substrat. Ils ont modélisé les deux approches, benzylique, homobenzylique, et il s'avère que pour l'approche homobenzylique, il y a d'autres interactions non covalentes, autres que le pi-stacking, de telle sorte que cette approche-là positionne parfaitement le substrat dans la poche. Et comme le rhodium nitrène est triplé de manière favorable, mais que la différence d'énergie, 3 kcal, est très faible, de telle sorte que la différence entre le triplé et le singulier ne permet pas de discriminer les deux espèces. Et les chemins réactionnels à partir du nitrène singulé sont très plats, de telle sorte que la réaction peut se faire très facilement par ce nitrène singulé. Or, il s'avère que le positionnement du substrat dans la poche permet vraiment de positionner les ions CH homobenzyliques en face du nitrène, ce qui favorise l'interaction orbitalaire qui est prépondérante lorsqu'on est dans le cas d'un nitrène singulé, ce qui permet d'expliquer la régiosélectivité de la réaction. Alors, cette réaction, on l'a appliquée à un produit naturel, la schwarzécinine A, qui présente une amine homobenzylique, et clairement, eh bien là, on a un cas d'école pour appliquer cette réaction-là. On prend cette alcyne, couplage de Glaser, réduction, 2 étapes, 94%. On a le produit prêt pour l'amination, homobenzylique, qui se fait très bien avec le sulfamate de référence. Mais Sophia, qui était en master au laboratoire, a repris le criblage des conditions, et en fait, le sulfamate précédent, le paratarbutylphénol sulfamate, donne le même produit, mais avec un excès encore meilleur, 99%. Et ensuite, il suffit de couper, puis de faire une amination réductrice, et on obtient le produit naturel en peu d'étapes, avec un rendement d'environ 30% sur toutes les étapes. Bien, on en est arrivé au fait qu'on a un système pour faire l'amination tertiaire, on a un système pour faire de l'amination homobenzylique. Ok, pour l'homobenzylique, je vous ai dit qu'on avait ce sulfamate qui marchait, mais c'était limité à des éthyles. Donc on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quand même une solution pour cette position benzylique avec des chaînes latérales plus compliquées. Et on s'est souvenu de ce résultat qu'on avait obtenu lors du criblage des sulfamates pour la position homobenzylique. Et on avait un très très bon rendement, une très bonne régiosélectivité. Et donc, on est parti sur le criblage de sulfamates maintenant méta-méta disubstitués. Et effectivement, il s'est avéré que, avec ce sulfamate dibromo et maintenant ce complexe de rhodium où les fluors de l'imido ont été remplacés par des chloros, eh bien, on est capable de faire de l'amination benzylique. Donc, rapidement, sur des chaînes butyles, on voit qu'on est capable d'avoir une régiosélectivité parfaite,
des aidants de sélectivité qui sont descentes, quelle que soit la substitution de l'aromatique. Au niveau de la longueur de chaîne, là où ça devient intéressant, c'est que bien l'éthyle ici n'est pas forcément le réactif, enfin le substrat le plus marquant. Mais clairement, on a ici un système qui est complémentaire au précédent. Donc, chaîne courte, ça ne marche pas très bien. En revanche, les chaînes longues marchent parfaitement bien. Et on peut aussi mettre des alcools, des halogènes, des cyanos, des amines. Et puis, bien sûr, benzylique versus tertiaire. Eh bien, on est toujours sélectif pour la position benzylique. Encore une fois, hop, sauf le cas de l'isoamyle. On se retrouve avec un mélange équimolaire des deux produits d'amination. Donc on pourrait se dire cul-de-sac. En fait, non, on ne s'est pas dit, c'est peut-être pas un cul-de-sac. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant faire de la diamination CH? Puisqu'en fait, on a un système qui est capable de toucher soit benzylique, soit tertiaire. Pourquoi faire de la diamination CH? Les diamines, vous savez qu'elles sont relativement importantes en chimie organique. Diamine 1,2, 1,3, 1,4. Et vous savez que pour faire une diamine, la méthode la plus simple, je prends un alcène, je fais une diamination et j'obtiens facilement la diamine correspondante. Sauf que, quelque part, en matière de champ d'application, il y a une limitation majeure, c'est que la structure de l'alcène ne peut conduire qu'à des diamines 1,2. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une méthode qui ferait de la diamine 1N? Alors, récemment, il y a le groupe de Lambert qui a démontré qu'on peut utiliser un alcane pour faire de la diamination. En utilisant l'électrophotocatalyse, dans des conditions oxydantes, eh bien, il est capable de générer transitoirement un alcène et ensuite de faire un système qui s'apparente à la diamination. Et un groupe de Wang en Chine a démontré qu'à partir de cumène ou de arylcyclobutane, on est capable aussi de faire de la diamination 1,3 via la génération d'un alcène transitoire. Donc ce sont des progrès intéressants, et le problème, c'est qu'à chaque fois, on a passage par un alcène, ce qui fait qu'on est limité à des diamines 1,2 ou 1,3, et dans le cas ici présent, ce sont des substrats vraiment spécifiques. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on ne peut pas imaginer faire une première réaction d'amination CH, qui serait par exemple benzylique, suivie d'une deuxième amination CH qui serait tertiaire, et dans ce cas-là, en fonction de la longueur de la chaîne, on pourrait avoir accès à des diamines 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, etc., etc. Alors, pour cela, il y a quand même plusieurs limitations à dépasser. D'abord, le problème de la réactivité. Jusqu'à présent, il y a peu d'exemples de polyamination qui sont décrits avec la chimie des nitrènes, parce qu'en fait, il est admis que lorsqu'on met une première fonction azotée sur une chaîne alcane, on désactive les liaisons CH environnantes, de telle sorte qu'on ne peut pas faire de processus de polyamination. Deuxièmement, on sait que la réaction de phosphorylation CH pose le problème de la sélectivité. On va dire qu'il se pose 2 fois plus si on fait de la difonctionnalisation CH. Par ailleurs, il y a le problème toujours de l'énantiosélectivité. Et dans notre cas de figure, ça serait aussi intéressant de faire une diamination qui soit monotope. Alors pour faire une histoire longue plus courte, on a démontré que, de nouveau, le réactif de l'iode oxydant est important, et que si on le met en excès, on est capable de faire cette diamination benzylique tertiaire. Donc, rapidement, on voit qu'on peut faire de la diamination 1,3 avec de bons rendements, avec des éléments de sélectivité qui sont intéressantes. On peut passer sur du 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Les rendements sont toujours acceptables pour 2 étapes de diamination CH. On est passé sur la diamination 1,2. Alors oui, on a les alcènes qui marchent très bien. On s'est dit, pourquoi pas quand même la diamination CH 1,2, qui au départ nous paraissait quand même peu probable, parce qu'on avait quand même les 2 positions qui étaient très proches, et pourtant ça marche. On arrive à faire la diamination 1,2. Mais bon, les rendements sont pas top. Donc comme ce n'était pas forcément satisfaisant, on s'est posé la question de savoir si, au lieu d'utiliser des conditions monotopes avec un seul sulfamate, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un système séquentiel, mais toujours monotope, pour introduire un premier sulfamate, par exemple celui-ci qui est très bon pour les positions tertiaires, et ensuite introduire un second sulfamate qui permettrait de la position benzylique. Donc on a fait des tests sur le produit d'amination qu'on avait ici en grande quantité, et on s'est aperçu que la réaction d'amination benzylique marchait très très bien, et avec des éléments de sélectivité qui étaient meilleurs par rapport à la condition précédente. On est ici avec 89,5, 10,5, on passe à 94,5, 5,5.
Donc on a un système qui est très efficace et encore plus identio-sélectif. Et effectivement, on a pu montrer qu'on pouvait faire ce système-là, amination tertiaire, amination basilique, et obtenir des diamines 1,2, des diamines 1,3, avec de bons rendements et de bonnes identio-sélectivités. Restait la question de la déprotection, et l'idée c'est, est-ce qu'on ne peut pas aussi déprotéger sélectivement un azote par rapport à l'autre? Alors, on peut utiliser des conditions classiques, un peu bourrines, acétonitrile aqueux, 70 degrés, on coupe les deux azotes, et avec le chlore d'acétyle, on récupère la diamine diacétylée. Mais si on est un tout petit peu précautionneux, en diminuant la température, le temps de réaction, eh bien on vient couper sélectivement ce phénol ici dibromo par rapport au terbutyl, de telle sorte qu'on est capable de couper sélectivement un des composés azotés, et donc on peut différencier les deux azotes de la diamine. Alors, bien sûr, on est toujours sur un système basilique au tertiaire, mais comme on avait démontré qu'on peut faire de l'amination basilique, homobasilique, on s'est dit pourquoi ne pas faire la diamination homobasilique tertiaire. Et effectivement, en utilisant le sulfamate précédent, eh bien, on est capable de venir faire la diamination, ce coup-ci sur des systèmes homobasiliques tertiaires avec différentes longueurs de chaîne, et de nouveau avec de très bonnes édentiosélectivités. Et dernier point sur lequel on est en train de travailler, c'est l'utilisation de la masse pour faire des études de mécanismes réactionnels. Donc c'est un travail qu'on a débuté avec Salomé Poyer, une jeune chercheure brillante de l'ICSN, qui a mis au point un système pour essayer de suivre in operando les réactions d'amination CH. Et donc ce qu'on a pu déjà voir, et ça c'était un progrès énorme, parce que, croyez-moi, les iminoyodanes, on a essayé de les identifier par RMN. Même par LC-UV, on n'a jamais pu les voir. En revanche, par masse, on arrive à pouvoir identifier ces iminoyodanes. Et là où Salomé a été très forte, c'est qu'ensuite elle a pu suivre le cours de la formation des iminoyodanes en fonction de la partie iodo-arène. Et ce qu'elle a vu, eh bien, elle a vu que dans le cas de l'iminoyodane dérivé du simple iodo-arène, on a un iminoyodane qui se forme très rapidement, mais ensuite on atteint un plateau et même l'iminoyodane a tendance à se décomposer. En revanche, quand on part sur le paranitro, on a une formation aussi rapide, mais en plus grande quantité, et au cours du temps, on peut observer qu'il est toujours formé. Donc on a ici un premier indice qui nous montre pourquoi l'iminoyodane, enfin la partie iodo-arène est importante pour forcer la formation de l'iminoyodane et améliorer la réactivité du système. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, là, je vous ai montré des complexes de dirodium qui ont, on va dire, un agencement supramoléculaire qui permet de faire de la catalyse, qui permet de reconnaître à la fois le substrat, le réactif, et donner des outils qui permettent de discriminer différents types de liaisons CH. Donc, c'est un système qui marche bien, mais bon, comme toutes les liaisons CH sont, on va dire, très diverses dans les produits, on ne s'arrête pas là. Donc, une première validation du système, c'est montrer que maintenant on a un système qui permet de modifier les propriétés biologiques d'un produit naturel. Ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec un groupe argentin à Cordoba, où à partir de ce produit naturel, la lulartine, aux propriétés cytotoxiques, eh bien, l'amination CH sur cette position-là permet de générer un produit qui a des activités améliorées par rapport au produit de référence. Et puis, bien sûr, l'idée c'est est-ce qu'on ne peut pas toucher d'autres types de liaisons CH? Donc, je vous ai montré qu'on peut faire du benzylique, homobenzilique, tertiaire. Est-ce que maintenant on ne peut pas toucher une liaison CH2 méthylène terminale? Et on a les premiers résultats au laboratoire qui démontrent que oui, on peut le faire en trouvant une parade au système qui permet de favoriser cette position-là. Ok, je pense que c'est quand même la diapo la plus importante, parce que elle résume, elle montre toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette histoire. Donc c'est uniquement la partie sulfamate. Il y a beaucoup de gens que j'aurais dû remercier pour la partie sulfonilamide, Chungen, Florence, Camille. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été entouré par des étudiants et des chercheurs jeunes qui sont brillants et sympathiques. Donc ici, notamment, on a Benjamin Dars, qui était rentré au laboratoire en 2012 et qui, à la fin des années 2010, a souhaité repartir vers son alma mater à Grenoble, mais il avait fait un super travail au laboratoire en encadrant Ali et Yanis. Et ensuite, il y a Tanguy, qui est arrivé au laboratoire, un jeune sœur que certains d'entre vous connaissent,
et qui a été encadré avec des gens comme Vincent Bocquet, Erwan Brunard, Théo Bonissonnier, Michael Andresini. Le flambeau a été repris par Sophia Le Cellier, Florian Martinez, donc ce sont tous des jeunes brillants, dynamiques, sympathiques, avec qui c'est vraiment un plaisir de venir au laboratoire tous les jours. Il y a aussi des collaborations sans qui on n'aurait pas pu faire tout ce travail. Pour les calculs, Marie Circoglou-Alicmo avec Diane. Pour la masse, Salomé Poyer. Il y a eu aussi un travail avec Agnès Laban de LCC de Toulouse. Et puis aussi une grande collaboration avec des groupes argentins qui sont des étudiants qui sont particulièrement motivants, dynamiques et très sympathiques. Et en plus, l'Argentine, c'est vraiment un pays qui est très accueillant. Donc toutes ces personnes-là, je les remercie vraiment très sincèrement. Bien sûr, les supports financiers sont importants pour travailler. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et Louis pour ton invitation.